Certaines pratiques spirituelles échouent, non pas parce qu'elles sont fragiles, mais parce qu'elles sont mal comprises. Dans le taoïsme, on dit que lorsque quelque chose cesse de couler, ce n'est pas le Tao qui s'est perdu, mais l'axe de celui qui tente de le conduire. Le Reiki souffre précisément de ce décalage conceptuel. Ce qui devrait réorganiser finit par semer la confusion. Ce qui devrait soutenir finit par fatiguer. Le paradoxe est simple et inconfortable. Plus on y met d'efforts, moins on obtient de résultats. Cette contradiction initiale est le point de départ de ce cours. Tout au long de l'histoire, les systèmes énergétiques ont toujours été décrits comme des processus d'alignement et non d'intervention. Dans le Tao, le Wu-Wei ne signifie pas l'inaction, mais l'action sans interférence. Le Reiki est né de cette même logique structurelle. Quand il est traité comme une technique d'émission, quelque chose d'essentiel se perd. Le praticien cesse d'être un axe et devient un agent. Ce déplacement semble subtil, mais il modifie toute la dynamique du champ. À partir de là, des cas d'épuisement, de confusion émotionnelle et de blocage énergétique apparaissent. Non pas comme un échec de la méthode, mais comme une conséquence directe d'une application erronée. Le canal Solstice existe pour examiner ce type de distorsion avec une clarté conceptuelle et un langage précis. Ici, la spiritualité n'est pas un ornement, mais une structure. La psychologie, les arts et la philosophie orientale se rencontrent pour révéler les schémas invisibles qui organisent l'expérience humaine. Le Reiki entre dans ce dialogue comme un système qui exige une lecture fine et non un enthousiasme aveugle. Observez une situation quotidienne simple. Essayez de pousser une porte qui ne s'ouvre que lorsqu'on la tire. Plus on applique de force, plus la résistance est grande. L'erreur ne réside pas dans la porte, mais dans le geste. Le Reiki fonctionne de manière analogue, sans avoir besoin de métaphores complexes. Il répond à la cohérence de l'état interne et non à l'intensité de la volonté. Ceux qui pratiquent en essayant de faire en sorte que cela arrive se sont déjà éloignés du principe. En pratiquant correctement, les gains sont moins de fatigue, plus de clarté et une plus grande stabilité énergétique. Ce n'est pas une promesse, c'est une conséquence structurelle. Ce contenu s'adresse à ceux qui pratiquent déjà le Reiki et sentent que quelque chose ne colle pas. Il s'adresse également à ceux qui étudient, enseignent ou reçoivent la pratique et remarquent des effets contradictoires. Ce n'est pas une invitation à nier le Reiki, mais à affiner son regard. Ici, vous apprenez ce qui doit être interrompu avant d'approfondir toute technique. Vous apprenez à distinguer la présence de l'intention, l'alignement du contrôle, le silence de la passivité. Le principal avantage est de retrouver la logique originale de la méthode. Tout au long de ce cours, chaque point sera traité avec une rigueur pédagogique. Il n'y aura pas d'accumulation de techniques ni de promesses d'expansion accélérée. L'objectif est de rétablir la simplicité là où il y avait une complexification indue. Dans le taoïsme, le retour à la simplicité est toujours un progrès, jamais un recul. Le Reiki, lorsqu'il est bien compris, fonctionne de la même manière. Il demande moins d'ajouts et plus de soustraction, moins de projection personnelle et plus d'écoute du champ. Si ce type d'approche vous parle, suivez la chaîne Solstice. S'abonner et laisser un like aide à maintenir cet espace dédié à l'étude sérieuse de la spiritualité appliquée. Non pas comme une croyance, mais comme un langage universel d'organisation de l'expérience. Au début du XXe siècle, un éducateur japonais nommé Mikao Usui gravit le mont Kurama à la recherche de la clarté intérieure après des années d'études rigoureuses. Il ne recherchait ni le pouvoir, ni la guérison miraculeuse, ni l'influence sur les autres, mais une compréhension directe du fonctionnement de la vie. Sa retraite fut marquée par le jeûne, le silence et l'observation rigoureuse de son propre état mental. Au cours des premiers jours, rien de visible ou d'extraordinaire ne s'est produit. Son corps s'affaiblissait, son esprit oscillait entre concentration et dispersion, et le doute était son compagnon constant. Pourtant, Usui est resté, non parfois aveugle, mais par cohérence avec la méthode. Ce détail historique est essentiel pour comprendre ce qu'est le Reiki et ce qu'il n'a jamais prétendu être. Alors que la retraite touchait à sa fin, le récit ne décrit pas un acte de volonté, mais un changement soudain de perception.
Il n'y a pas eu de décision consciente d'intervenir, d'émettre ou de diriger quoi que ce soit. Ce qui s'est produit a été décrit comme un alignement spontané, accompagné d'une clarté et d'une stabilité intérieure. Ce point est souvent ignoré dans les versions modernes de la pratique. La naissance du Reiki n'est pas associée à un effort énergétique, mais à l'effondrement de l'effort. La compréhension est venue lorsque la tentative de contrôle a cessé. Ce fait historique crée une friction directe avec la façon dont le Reiki est souvent enseigné aujourd'hui. L'origine pointe déjà vers une logique que de nombreux praticiens ont cessé d'observer. Au fil du temps, la pratique s'est répandue et a acquis différentes couches interprétatives. Dans de nombreux contextes, elle a commencé à être traitée comme une technique d'application active, presque comme une procédure corrective. Ce déplacement ne s'est pas produit par mauvaise intention, mais par une lecture incomplète du principe original. La tentative de systématisation a donné lieu à des simplifications dangereuses. L'accent n'était plus mis sur l'état interne du praticien, mais sur l'effet attendu chez l'autre. La pratique a commencé à être évaluée en fonction de résultats visibles et immédiats. À ce stade, le Reiki fonctionnait déjà selon une autre logique, même s'il conservait le même nom. Il existe des témoignages contemporains de praticiens expérimentés rapportant une fatigue extrême après les séances, une confusion émotionnelle persistante et un sentiment de blocage. Ces témoignages sont souvent considérés comme des défis naturels du cheminement, alors qu'ils indiquent en réalité une incohérence structurelle. Une méthode de réorganisation ne devrait pas générer de désorganisation récurrente. Ce paradoxe est rarement analysé avec sérieux sur le plan conceptuel. Au lieu de cela, on ajoute davantage de techniques, davantage de symboles et davantage d'efforts. Il en résulte un champ de plus en plus chargé d'attente et de contrôle. La pratique s'éloigne encore davantage de sa base silencieuse. Dans la philosophie taoïste, lorsqu'un processus perd de son efficacité, on examine d'abord l'excès et non le manque. Le Tao n'est pas corrigé par l'ajout, mais par le retrait de ce qui interfère. Appliquer cette logique au Reiki change complètement la lecture des problèmes associés à la pratique. L'erreur ne réside pas dans l'énergie vitale, ni dans le récepteur, ni dans de supposés blocages invisibles. Elle réside dans l'attitude interne de celui qui pratique. Quand il y a de l'anxiété pour le résultat, il y a du bruit dans le champ. Quand il y a une intention rigide, il y a interférence. Cette relation entre l'état de conscience et le flux est structurelle, pas symbolique. Comprendre cela exige d'abandonner l'idée que le Reiki est quelque chose que l'on fait pour quelqu'un. C'est quelque chose qui se maintient comme une condition. Cette distinction redéfinit le rôle du praticien, qui cesse d'être un agent et revient à la fonction d'axe. La cohérence du champ dépend désormais de la neutralité et non plus des compétences techniques accumulées. Ce point génère souvent un malaise, car il supprime le sentiment de contrôle. Cependant, c'est précisément là que la pratique retrouve toute sa profondeur. Le Reiki ne échoue pas lorsqu'il est simple, il échoue lorsqu'il est trop compliqué. En suivant ce contenu jusqu'ici, vous avez déjà compris que le but n'est pas d'enseigner davantage de procédures, mais d'affiner la compréhension. Ce qui suit approfondit précisément cette réorganisation conceptuelle, étape par étape. Non pas pour remplacer ce que vous pratiquez, mais pour redonner de la cohérence à ce qui existe déjà. Rester attentif à cette recherche fait partie de l'alignement lui-même. C'est pourquoi continuer à regarder cette vidéo n'est pas seulement un choix d'apprentissage, mais un geste d'ajustement interne. Lorsque des effets indésirables apparaissent dans la pratique du Reiki, la réaction la plus courante consiste à essayer de compenser par davantage de techniques, plus de temps ou plus d'efforts. Cette impulsion corrective a tendance à aggraver le problème plutôt qu'à le résoudre. Augmenter la durée des séances intensifie l'épuisement. Ajouter des symboles augmente la charge cognitive. Forcer des états émotionnels positifs génère une répression interne. Toutes ces tentatives partent du même postulat erroné. L'idée que quelque chose doit être réparé par une intervention active. Le résultat prévisible est l'accumulation d'effets secondaires tels que la confusion mentale, l'irritabilité et un sentiment de stagnation prolongée. D'un point de vue neurophysiologique, les états d'effort soutenus activent les circuits de surveillance et de contrôle du système nerveux central.
Ces circuits sont incompatibles avec les processus d'autorégulation profonde. Des études sur la cohérence cardiaque et la variabilité de la fréquence cardiaque montrent que la réorganisation interne se produit dans des états d'attention détendue et non directive. Lorsque le pratiquant s'efforce de faire circuler l'énergie, il active exactement le contraire de cet état. Le corps entre en micro-alerte. La respiration devient superficielle. La perception perd de son amplitude. Ainsi, toute tentative alternative basée sur l'intensification ne fait que renforcer le blocage initial. La pratique correcte commence par l'interruption consciente de tous les actes d'émission, d'orientation ou d'attente. Ce qui sera présenté ici n'est pas une technique supplémentaire, mais un ajustement de base opérationnel. Il s'agit d'une pratique de Reiki d'autorégulation, alignée sur les principes observables de la physiologie et de l'attention. L'objectif n'est pas de produire une sensation, une image ou un résultat immédiat. L'objectif est de restaurer la condition interne qui permet au système de se réorganiser seul. Cette distinction est fondamentale pour éviter les distorsions. Sans elle, toute méthode se dégrade en un effort déguisé. La pratique consiste en 3 étapes simples et complètes. Tout d'abord, le praticien s'assoit ou s'allonge dans une position confortable, le dos appuyé et le corps stable. Ensuite, les mains sont posées doucement sur le bas-ventre, sans pression ni intention symbolique. Troisièmement, l'attention est dirigée exclusivement vers la sensation physique de la respiration sans la modifier. On ne visualise pas d'énergie, on n'envoie rien, on ne formule aucune demande. Le pratiquant perçoit simplement le mouvement respiratoire et le contact des mains. Cette configuration réduit l'activité mentale excessive et active les réponses de régulation autonome. Cette pratique fonctionne parce qu'elle déplace l'axe de l'action vers une perception neutre. L'attention sensorielle continue diminue l'activité du cortex préfrontal associée au contrôle excessif. En même temps, elle stimule les zones liées à l'intégration corps-esprit. Le contact des mains fournit une référence proprioceptive stable. La respiration spontanée régule les rythmes internes sans interférence volontaire. Dans cet état, le champ énergétique s'organise par cohérence et non par commande. Le Reiki agit comme une condition émergente de cet alignement et non comme quelque chose d'imposé. C'est pourquoi ses effets ont tendance à être plus stables et durables. Cette pratique doit être effectuée pendant de courtes périodes, entre 10 et 15 minutes, de préférence avant toute séance avec une autre personne. Elle ne remplace pas le repos, la thérapie ou les soins émotionnels, mais dépend d'eux pour fonctionner correctement. Elle doit être interrompue en cas d'agitation intense ou de malaise persistant. La pratique n'est pas évaluée en fonction des sensations agréables, mais en fonction de la clarté et de la stabilité qui subsistent après. Plus l'expérience est simple, plus elle a tendance à être correcte. L'erreur courante est de rechercher une confirmation immédiate. Le véritable ajustement se révèle dans la continuité. En appliquant cette pratique régulièrement, de nombreux schémas mentaux automatiques commencent à perdre de leur force. Le besoin de contrôle diminue. L'attente d'un résultat se dissout progressivement. La fatigue post-séance tend à disparaître. Pour consolider cet engagement conceptuel, écrivez la phrase suivante dans les commentaires. J'interromps l'effort pour rétablir l'alignement. Ce geste simple renforce la décision interne de pratiquer à partir de la cohérence. La clarté se renforce lorsqu'elle est affirmée consciemment. Nous continuerons à approfondir cet axe dans les prochains contenus. La pratique présentée précédemment ne peut être comprise comme une technique isolée, mais comme une réorganisation de l'axe de l'expérience. Le Reiki fonctionne lorsqu'il y a cohérence entre l'attention, le corps et l'état émotionnel. Psychologiquement, cela correspond à une réduction des processus de contrôle cognitif excessif. Lorsque le praticien abandonne l'émission et maintient une perception neutre, il y a une diminution de la rumination mentale. Cet état favorise l'intégration entre les systèmes autonomes. Ce que l'on appelle le flux vital émerge comme conséquence de cette intégration. Il n'y a pas d'action directe sur l'énergie, seulement la suppression des interférences. En psychologie, les états de présence stable sont associés à une plus grande variabilité de la fréquence cardiaque. Ce marqueur indique la capacité d'adaptation de l'organisme. La pratique décrite favorise précisément ce modèle,
car elle n'active ni objectif ni attente. L'attention sensorielle continue ancre l'esprit dans le présent. Cela réduit la fragmentation entre la pensée et la sensation corporelle. Dans ce contexte, le Reiki n'est plus interprété comme une force externe. Il est désormais compris comme un modèle émergent d'organisation interne. Cette lecture évite les confusions conceptuelles courantes. La méthode s'aligne sur les processus naturels du système nerveux. Dans le taoïsme, le principe du Wu Wei décrit l'action sans interférence délibérée. La pratique du Reiki basée sur la présence s'inscrit directement dans ce principe. Il ne s'agit pas de passivité, mais d'un ajustement fin. Le praticien soutient la condition, pas le résultat. Lorsqu'il y a une tentative de conduite, le flux se perd. Lorsqu'il y a écoute, le flux se rétablit. Cette dynamique est décrite dans les textes classiques comme un retour à l'axe. Le Tao n'est pas produit, il est permis. Le Reiki, selon cette interprétation, est l'expression de ce même fonctionnement. Dans le bouddhisme, en particulier dans les traditions de pleine conscience, la neutralité de la conscience est centrale. La pratique ne cherche pas à modifier l'expérience, mais à l'observer sans attachement. Cet état réduit la souffrance produite par les attentes. Le Reiki, pratiqué avec une intention excessive, entre en conflit avec ce principe. La pratique présentée évite les projections mentales et les récits internes. En se concentrant sur la respiration et le contact physique, l'esprit ralentit naturellement. Il n'est pas nécessaire de visualiser ou d'interpréter. La clarté découle de la simplicité du geste. Ce parallélisme conceptuel renforce la cohérence spirituelle de la pratique. Cela implique d'abandonner l'identité d'agent de guérison. Le praticien ne se place pas comme l'origine du processus. Il se reconnaît comme faisant partie d'un champ d'organisation plus large. Ce changement réduit la charge émotionnelle et la responsabilité indue. Cela diminue le risque de dépendance et d'épuisement empathique. Le Reiki redevient un catalyseur et non une intervention. Chaque système répond selon sa propre disposition. Cette compréhension préserve l'autonomie et l'équilibre. Le champ s'organise sans imposition extérieure. L'analyse intégrée montre que les problèmes attribués au Reiki ne sont pas des défauts de la méthode. Ils découlent d'interprétations déformées qui mettent l'accent sur l'action, le contrôle et le résultat. Lorsque ces éléments sont retirés, la pratique se stabilise. Le silence intérieur devient un élément actif. L'attention neutre remplace l'intention dirigée. Le corps retrouve sa capacité d'autorégulation. L'énergie vitale s'exprime comme une conséquence et non comme un objectif. Cet alignement conceptuel est au cœur de la pratique correcte. Sans lui, toute technique perd son sens. Par conséquent, comprendre le Reiki exige de traverser simultanément des couches psychologiques et spirituelles. Il ne suffit pas de répéter des procédures, il est nécessaire d'ajuster l'état de conscience. La méthode fonctionne lorsque le praticien s'aligne sur la logique de la non-interférence. Cela vaut tant pour la pratique personnelle que pour l'accompagnement d'autrui. La cohérence interne précède tout effet externe. Le Reiki ne corrige pas la vie, il accompagne ces processus. Si, au cours de ce parcours, quelque chose a bougé en vous, la question la plus honnête n'est peut-être pas de savoir ce que fait le Reiki, mais plutôt ce qui cesse d'interférer en vous lorsqu'il commence à agir. Dans le taoïsme, questionner ne signifie pas chercher une réponse, mais ouvrir un espace. Lorsque la rivière rencontre moins d'obstacles, elle n'a pas besoin d'être guidée. Cette image simple souligne l'avantage silencieux d'avoir suivi cette réflexion. Quelque chose s'éclaircit, non pas par l'ajout d'informations, mais par la suppression du bruit. La compréhension mûrit sans précipitation. Le véritable apprentissage s'annonce rarement avec enthousiasme. Il s'installe avec sobriété. C'est dans ce type de changement que le sens commence à se réorganiser. En parcourant les fondements, les distorsions et les ajustements de la pratique, il devient évident que le Reiki ne demande pas la maîtrise, mais la disponibilité. Cette constatation ne clôt pas le sujet, elle ne fait que déplacer le regard. Le gain ne réside pas dans le fait de faire mieux, mais dans le fait de faire moins contre. Lorsque l'attention se stabilise, le corps répond. Lorsque l'esprit se tait, le flux s'ajuste. Cette relation n'est pas mystique, elle est structurelle.
À ce stade, la spiritualité cesse d'être une croyance et devient une lecture de la réalité. Le bénéfice réside dans la reconnaissance que l'ordre existe déjà avant l'intervention. Il arrive un moment où comprendre cesse d'être une accumulation de concepts et devient la reconnaissance de schémas récurrents. Ce moment ne produit pas d'euphorie, mais de la clarté. La pratique devient plus légère car l'attente se dissout. Le pratiquant se rend compte qu'il n'a besoin de soutenir rien d'autre que sa propre présence. Cette perception ne résout pas tous les conflits, mais redéfinit la manière de les traverser. Le Reiki ne promet donc pas de transformation, il accompagne les processus. L'épiphanie ne vient pas comme une réponse grandiose, mais comme un ajustement subtil. Le simple devient suffisant. Dans la tradition zen, on dit qu'après avoir traversé la montagne reste une montagne. Rien n'a été gagné, rien n'a été perdu. Il en va de même ici. Il n'y a pas de conclusion définitive, seulement un retour à l'essentiel. La pratique correcte ne crée pas d'identité spirituelle, elle dissout les excès. Le silence qui émerge n'est pas vide, il est fonctionnel. Il permet l'écoute, le discernement et la continuité. Quand il n'y a pas besoin d'arriver quelque part, chaque pas trouve un sens. Cette non-conclusion préserve la vitalité du chemin. L'apprentissage reste ouvert. Peut-être que la question qui se pose désormais est à la fois simple et exigeante. Où existe-t-il encore des efforts inutiles dans votre pratique ou dans votre vie? Non pas pour juger, mais pour observer. Le Tao ne corrige pas, il révèle. Quand quelque chose se révèle, le changement se produit sans conflit. Cette observation continue est, en soi, une forme d'alignement. Elle ne nécessite aucun rituel, seulement une honnêteté perceptive. Le bénéfice est une relation plus stable avec soi-même. Le Reiki, dans ce contexte, devient le langage silencieux de cette relation. Si cette réflexion a trouvé un écho, il convient de noter que chaque personne y répond de manière unique. Des expériences distinctes révèlent différents aspects du même principe. Partager ces perceptions n'est pas enseigner, c'est refléter des processus. En commentant, quelque chose s'organise également chez celui qui écrit. En lisant des récits, quelque chose se reconnaît. Cet échange ne crée pas de dépendance, il crée un champ d'apprentissage collectif. Le voyage s'approfondit lorsqu'il est observé sous de multiples angles. Le silence individuel dialogue avec l'écoute de l'autre. Nous continuons donc sans clore le sujet, car ce qui reste vivant ne s'achève pas. La contemplation se poursuit en dehors des mots, dans les intervalles du quotidien. Accompagner ce parcours consiste moins à apprendre quelque chose de nouveau qu'à maintenir l'attention sur ce qui est déjà présent. Chaque retour à cet axe approfondit la compréhension. L'invitation est silencieuse et continue. Restez attentif, explorez avec sobriété et marchez sans hâte. C'est ainsi que ce voyage s'étend dans le temps et dans l'espace partagé.